Donc, je vous lis la communication de Asma. Donc, dans cette communication que nous avons intitulée la notion, alors on passe maintenant à la slide 3. Merci. Donc, dans cette communication que nous avons intitulée la notion d'organisation culturelle transmédia, le cas de l'Institut du monde arabe, nous avons alors tenté d'introduire une notion nouvelle, dite d'organisation transmédia, en mobilisant les sciences de l'information et de la communication, tout en nous mettant au carrefour des médias studies et des humanités digitales. Cette communication fait suite à un travail doctoral dans lequel nous avons dégagé les représentations du monde arabe et leurs enjeux à travers les activités publiques de l'IMA, mais elle se base également sur une étude plus récente qui traite de la gestion de la connaissance à travers les différents supports numériques ainsi que la communication culturelle de cette institution. Comme vous le savez, le transmédia s'applique généralement aux productions culturelles et médiatiques, en particulier sérielles, mais également les films, les jeux vidéo et le cinéma. Notre démarche a consisté à un élargissement théorique par une opération de transfert, de transposition et d'emprunt de concepts, et à une application des principes systémiques du transmédia à une structure culturelle qui n'est pas, nous l'avons, sans risque. Slide 4. Comme vous le savez, introduire une nouvelle notion, consolider des bases et éclaircir ses contours nécessite des recherches plus pointues que le temps qui nous est imparti aujourd'hui dans le cadre de ce colloque, c'est-à-dire dans le format de communication qui ne nous permet pas. Donc nous allons donc nous limiter ici à une esquisse préliminaire des contours élémentaires de cette notion, dans lequel nous n'allons pas étudier les stratégies de transmédia éventuellement adoptées par l'IMA, mais plutôt essayer d'expliquer comment l'IMA peut être considérée comme une organisation transmédia, et nous espérons que cette proposition sera bien accueillie par la communauté scientifique, une proposition qui, comme toute innovation conceptuelle, reste à valider ou à annihiler, ce que nous n'espérons pas, bien sûr. Slide 5. Le transmédia entre création et contenu, de contenu et marketing. Dans les années 2000, le transmédia est une notion très en vogue, très prisée par les acteurs des industries culturelles et créatives qui ne cessent d'élaborer des stratégies de transmédia storytelling. On parle de moment contemporain transmédia, dans lequel les pratiques de production et de réception se sont métamorphosées. Faisons alors un petit rappel à la définition de transmédia à travers les travaux d'Henry Jenkins et de Mélanie Bourna, qui a présenté hier ses travaux au colloque. Pour être systématique et bref, nous dirons que le transmédia implique une stratégie cross-média, un storytelling et un engagement du public. En effet, les chercheurs pointent 3 familles de critères formant le transmédia: l'exigence de plusieurs médias ou supports de communication, un univers narratif et l'engagement du public cible, considéré comme une communauté, voire un engagement de fans. Slide 6. Par exemple, pour Jenkins, en 2013, pour qu'il y ait transmédia, il faut la présence de 7 critères, à savoir circulation-forage, immersion-extraction, continuité-multiplicité, sérialité, construction d'un univers, performance et subjectivité. Dans ce processus, les briques narratives et fictionnelles sont clairsemées sur plusieurs supports, qu'ils soient physiques ou numériques, et contribuent à créer une expérience unifiée et coordonnée d'un univers narratif global construit et augmenté avec une esthétique qui lui est propre. Il a parlé aussi de la notion de convergence des usages, des technologies et des contenus et introduit le concept de worldmaking, qui n'est autre que la construction d'un monde cohérent à partir d'une multitude d'histoires changeantes suivant le support. De même, le théoricien associe également le label Transmedia Storytelling à la transfictionnalité. Il s'agit aussi d'une technique marketing qui s'appuie sur une une multinarration. En effet, Jenkins ne sépare pas les motivations commerciales et les objectifs promotionnels des motivations créatives dans ce processus de construction synergétique des biens de culture et de divertissement. Cela fait partie désormais intégrante de l'économie des médias. Mélanie Bourdin, enfin, ajoute à cela qu'il faut penser aux extensions narratives et à leur contenu, aux technologies à utiliser ainsi que leur pertinence, cohérence et cohérence temporelle. En effet, les stratégies transmédia doivent correspondre à des temps bien choisis selon une timeline. Elle parle également de narration
engageantes qui viennent s'adapter aux différents changements de l'écosystème médiatique et culturel en pleine reconfiguration, ainsi qu'aux nouveaux besoins et de narration augmentée immersive. Elle a également insisté sur le rôle d'Internet dans la vulgarisation des stratégies transmédia et sur la convergence technique des anciens et nouveaux médias. Elle met par ailleurs l'accent sur le rôle des fans dans ce processus transmédiatique. Il s'agit, je cite Bourda, des publics engagés intellectuellement et émotionnellement dans un univers narratif qui vont produire du contenu et du sens à l'intérieur d'une communauté de pratiques. Bourda introduit la notion de canonicité qui oppose contenu officiel et contenu produit par les fans et met l'accent sur ce qu'elle appelle le triptyque transmédia, storytelling, fan et production sérielle. Donnons maintenant un bref aperçu sur l'historique de l'IMA, ses objectifs et surtout ses activités. On passe à la slide 7 et puis à la slide 8. Créée dans un contexte postcolonial, l'Institut du monde arabe à Paris est une fondation culturelle pluridisciplinaire de droit français mise sous la tutelle du Quai d'Orsay. Elle a été inaugurée le 30 novembre 1987 par François Mitterrand, bien que l'idée de sa création fut impulsée par Giscard d'Estaing en 1973. Le projet quasi unique en son genre est l'aboutissement d'un partenariat entre la France et les 22 pays de la Ligue des États arabes. Créée dans un contexte historique et géopolitique tumultueux, marqué par des tensions entre l'Europe et le monde arabe, cette fondation est venue calmer les dissensions entre ces deux aires géographiques aux relations séculaires. Il est à noter ici qu'au-delà de sa vocation culturelle apparente, l'IMA est avant tout un outil diplomatique d'excellence à travers lequel nous pouvons percevoir et sonder les résonances de l'actualité des pays arabes, mais surtout de la France, ainsi que de leurs relations politiques, économiques et sociétales respectives. L'idée de départ était d'opérer un rapprochement élégant entre l'Orient et l'Occident, à travers une structure culturelle laïque qui soit un pont entre ces deux mondes, un lieu d'échange, de dialogue, ainsi que de mise en valeur de la culture et de la civilisation arabe. On passe à la slide 9. Depuis sa création, l'IMA se positionne comme un miroir du monde arabe et de sa culture en France et en Occident. À force de discours officiels et de stratégies communicationnelles, il a été consacré comme un avant le monopole de connaissances sur le monde arabe en Occident, voulant renouer avec sa dimension arabe et en quelque sorte avec son ancien empire arabe et bien au-delà. Les activités de l'ENA se sont développées au fil du temps. La nomination de Jack Lang à sa tête en 2013 a marqué un tournant assez remarquable, et ce, à tous les niveaux, discours, organigramme, politique et vocation et activités. En 2021, la Fondation abrite un musée avec des fonds permanents et un centre d'apprentissage de la langue arabe, des salles de conférences et de lecture, une bibliothèque, une médiathèque jeunesse, un espace images et son, une librairie boutique et 3 espaces de restauration. Elle organise des expositions temporaires et d'autres itinérantes, des rencontres débats, des séminaires, des conférences, des visites guidées dans et hors les murs, des projections cinématographiques, des concerts de musique, des spectacles de danse, festivals, des cours de langue et civilisation, des ateliers de calligraphie, des veilles musicales, de dessin, de photographie, etc. Elle édite et coédite également des catalogues d'expos, des ouvrages, des CD musicaux, des déverums éducatifs, des supports pédagogiques et publie le magazine Quantara, la revue Mukhtarat, Elmin Al-Hab et dernièrement la collection Araborama et la revue Adaf. Elle produit par ailleurs des outils pédagogiques et vend dans sa librairie boutique des livres, des CD, des objets en relation avec le monde arabe. La programmation, les médiums et les espaces de l'IMA sont supposés éclairer à chaque fois et de manière différente la culture du monde arabe ainsi que la culture franco-arabe. On passe à la slide 10, troisième partie, et à la slide 11. L'IMA possède et procède à une mise en récit et à une mise en débat et à une mise en image du monde arabe. Il produit et forme et offre à ses publics, à travers ses différentes activités, un discours protéiforme et une narration multifacette sur cette partie de la planète. Un discours sur l'altérité formé d'images et de récits constituant un véritable univers narratif que nous considérons comme un storytelling dont la finalité est une communication culturelle sous un arrière-fond stratégique,
politique, idéologique, sociétale et commerciale. Un storytelling dont l'axe structurant est l'arabilité, avec toutes ses composantes, mais également l'interculturalité, la laïcité et le métissage. Alors, 2 points importants à retenir. Avant la nomination de Jack Lang en tête de l'IMA en 2013, ce storytelling avait un squelette narratif basé principalement sur la patrimonialisation, usant d'exotisme, d'érotisme, etc. En somme, à une vision passéiste, postcolonialiste, folklorique, fantasmagorique et une certaine mystification, comportant également une forme de menace et d'appréhension. L'univers narratif et le storytelling de Lima étaient également soutenus par un récit avec des sous-récits et le plus souvent cultes. Le récit était souvent composé d'images d'épinal, de stéréotypes, de cartes postales, surfant sur des lieux communs, des représentations du monde arabe, des lieux communs à même de confronter un public avide de curiosité et d'exotisme, de capter son attention, de susciter son émotion et de l'attirer et de le fidéliser. Le public de masse est en effet confronté au pittoresque et à des rituels désormais postcoloniaux. En réalité, l'univers narratif que propose Lima est assez fragmentaire car composé d'éléments épars, d'un bric-à-brac d'images du monde arabe, de ses peuples et de sa culture. Il oscille également entre fiction et réalité, entre imaginaire et réel. Mais ce récit reste cohérent dans son incohérence même, surtout qu'il est soutenu par un discours officiel et des stratégies communicationnelles. Avec l'arrivée de Jack Lang, Lima a subi un tournant remarquable et remarqué dans son univers narratif et dans les techniques et supports utilisés. Si les principes et les thèmes phares que nous venons de mentionner restent toujours récurrents et persistants, la Fondation a fait des efforts pour s'éloigner de son image sclérosée. Elle compte désormais le monde arabe, suivant une version améliorée de ses représentations, plus en phase avec l'actualité, franco-arabe surtout, plus dynamique, prenant plus ou moins en charge le foisonnement de la création culturelle dans plusieurs pays arabes, ainsi que des préoccupations actuelles de tout genre. Slide 12. Aujourd'hui, l'IMA est une structure pluridisciplinaire qui communique et informe à travers de multiples canaux. Le récit narratif et son univers se déclinent en effet sur un univers physique, le in situ, et sur un univers numérique avec les multiplateformes. Cette fondation est en effet adaptée aux exigences nouvelles de l'écosystème médiatique et communicationnel. Pour les activités in situ, qui constituent l'univers de base de cet univers narratif, elles sont multi-entrées. Nous trouvons les activités permanentes, mais aussi événementielles. Ces dernières constituent, à notre avis, des supports de communication non physique et transmettent dans un univers espace-temps contraint une idée des représentations. Lima organise des expositions permanentes, des expositions itinérantes, les jeudis de Lima, les mercredis du café littéraire, la chaire de Lima, les rendez-vous de l'actualité. Je ne vais pas tous les citer, mais vous pourrez revenir et en parler avec Asma tout à l'heure, et participe à la fête de la musique par des concerts organisés sur le parvis. Chaque activité ou événement donne ainsi un fragment du storytelling sur le monde arabe, le tout forme un puzzle qui est un univers narratif préconstruit par les responsables de Lima. Slide 13. À ce foisonnement de l'offre culturelle, laquelle supporte tout l'univers narratif, s'offrent de nouvelles modalités de communication et une extension médiatique et numérique. Un écosystème médiatique composé du site web institutionnel qui date de 1997, dans lequel nous trouvons le lien vers le site de l'INA pour consultation des archives audiovisuelles et des réseaux sociaux numériques, à savoir Facebook en 2010, Twitter en 2012, Insta en 2014, SoundCloud et la chaîne YouTube en 2008. Et dans cette communication digitale multicanaux, Lima procède à des usages différenciés des outils numériques et développe une approche proactive de segmentation des contenus ainsi qu'une approche cross-média tendant en même temps à développer des stratégies transmédiatiques. En effet, l'INA commence à développer des projets transmédia à partir des activités in situ. Il s'agit de dispositifs nouveaux qui étendent l'histoire et le récit d'un médium traditionnel à un médium numérique et qui permettent des extensions narratives. Nous pouvons donner les exemples de la plateforme Djibouti, en relation avec l'expo dossier du musée et enrichi de contenus in extenso complémentaires, le jeu vidéo d'aventure et de découverte Medellina, le trésor de la Méditerranée, l'application Kalima Wadina, le webdoc Avez-vous dit arabe, la web-série
les mystères engloutis d'Égypte, le site immersif et interactif hip-hop du Bronx aux Arabes, l'expérience immersive du réalité augmentée de l'exposition Le Maroc contemporain et l'utilisation des lunettes Oculus Rift avec un casque audio, un œil sur le monde arabe, une œuvre collaborative évolutive qui a sollicité 240 artistes, le site immersif Journal de bord d'un conducteur, accompagné d'une page Facebook et d'un hashtag Twitter dédié pour l'exposition Orient Express. Le dispositif in situ est dématérialisé pour l'exposition Hadj, une production de vidéos documentaires et promotionnelles de dispositifs innovants, la production de webdoc, on en a parlé tout à l'heure aussi, hein, avec alors c'était, je me souviens plus, on en a parlé ensemble dans une communication précédente, et d'applications disponibles sur les stores Google et Apple, et des jeux concours en relation avec les webdocs, la web-série Mille et une nuits, Altaïr, le nouveau portable de culture arabe, plateforme, etc. Et avec bien sûr l'association avec Google+, et le compte Facebook. Donc, concernant les plateformes digitales utilisées par l'IMA, le degré de rétroaction reste assez faible, nonobstant, une augmentation de la fréquentation depuis la nomination de Jack Land est observée. L'aspect participatif n'est pas très développé, hormis dans les stratégies transmédia développées dans les dernières années que nous venons de citer. La création collective du contenu par la communauté de fans manque aussi, également. Toutefois, les responsables de l'IMA ne semblent pas travailler en vase clos. D'après Yannick Koikas, directeur du service de médiation numérique de l'IMA, des sondages et des enquêtes de satisfaction sur le site web et sur les produits numériques de l'IMA ont été réalisés auprès des internautes afin de permettre et d'évaluer leur qualité et leur service et d'avoir un retour d'expérience. Malgré les retours assez positifs et malgré que les indicateurs rendent compte d'un accroissement au niveau des visites et des interactions, il est sorti l'urgence de créer un engagement des consommateurs. Il en est certain aussi que les adolescents ne fréquentent que très rarement ces plateformes. La politique de tarification va donc être améliorée et l'UX design et le e-commerce vont être développés pour une meilleure proximité avec la communauté, celle que l'on appelle aussi les amis de l'IMA, mais la dépassant également. Côté public, l'IMA tente de brasser assez large, enfants, adolescents, adultes, familles, mais beaucoup de travail reste à faire dans le sens où nous savons, dans ce sens, nous savons par ailleurs que les responsables de l'IMA dressent des portails de visiteurs et en esquissent les profils âge, sexe, profession. Cela veut dire qu'ils sont attentifs à leur audience et essayent d'accroître la fidélité de ce que nous appelons le label IMA. En 2014, une stratégie de publication et de fidélisation des publics a été mise en place. D'ailleurs, la programmation de la Fondation est en grande partie faite pour coller aux attentes des publics. Pour terminer, nous dirons que l'IMA est incontestablement engagée dans le développement de stratégies transmédia. Il est fort de son storytelling, mais le degré d'engagement reste assez faible par rapport à une institution d'une telle envergure. Même si au fil des années, elle a réussi à fidéliser un public assez nombreux et à s'imposer dans le paysage culturel parisien, français et même européen. Toutefois, nous ne pouvons pas parler d'une communauté de femmes productrices de contenu de surcroît et s'engageant dans ce que le nomme Ryan le world building, en dépit de l'existence d'une véritable communauté narrative, surtout que le degré d'interactivité sur les réseaux sociaux n'est pas très développé par rapport au rayonnement de l'IMA. Mais au-delà de toutes ces considérations, l'IMA en tant que structure est-elle vraiment une organisation culturelle transmédia? Slide 14 et puis 15. D'après le nouvel organigramme, la structure organisationnelle de l'IMA est assez orientée vers l'organisation transmédia. En effet, la plupart des départements et services contribuent à la création de contenus physiques et numériques, à leur diffusion et à dissémination sur une multitude de supports matériels et numériques, ainsi qu'à la fidélisation du public et à la création d'une certaine communauté. Nous mettons ce terme bien spécifiquement en parenthèse. Il s'agit principalement de la direction des affaires culturelles avec des unités spectacles, les jeudis d'IMA, les forums cinéma et la photothèque, le centre de l'encre et de la civilisation arabe, de la bibliothèque, du département des expositions, le département du musée et de la direction de la stratégie, de la communication et des relations extérieures avec son service de la médiation numérique qui a été créé en 2011, du service du mécénat et du développement, du service des actions éducatives, du service de la librairie boutique. En fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'une grande partie de l'effectif de l'IMA, qui est au nombre de 150 personnes, travaille donc sur le montage de produits et de projets transmédia.
Un bon nombre de chercheurs s'accordent pour affirmer que les 7 critères de Jenkins pour le transmédia sont pour le moins assez restrictifs. La présence des 7 points dans une même stratégie transmédia reste difficile à atteindre. Et pour ce qui est de l'INA, en tant qu'organisation culturelle, le transmédia est fort d'un récit fonctionnant d'une manière cohérente, autonome et très reconnaissable. Comme nous l'avons déjà dit, le point fort de l'IMA est son storytelling. L'univers narratif est donc bien construit, malgré son hétérogénéité, qui fait partie de sa structure même. Sous forme de constellation narrative, il est éclaté sur plusieurs plateformes numériques qui prennent racine dans des activités physiques, in situ bien sûr, à la fois fragmentation et interconnexion. Slide 16. Ces différents éléments, qu'ils soient matériels ou immatériels, forment un puzzle, une super histoire à entrées multiples, au même titre que le récit matériel, le récit digital peut être d'une certaine manière autonome, mais aussi être pris dans sa globalité. Toutes ces plateformes procèdent à une extension du conte ou du storytelling autour du monde arabe dans une approche de communication transmédia. L'univers narratif se déploie ainsi dans un univers médiatique, renforçant le transmédia storytelling et le rendant plus accessible. Toutefois, le récit de base, celui de l'univers réel, à savoir les activités et les événements in situ, il va sans dire qu'il y a une convergence des médias et d'un entrelac entre culture populaire et culture publique et politique, comme l'a précisé Jenkins. Il y a aussi de véritables expériences et des pratiques de consommation hybride et un voyage dans le temps par l'imaginaire. Par ailleurs, la production du contenu de cet univers correspond à une définition donnée par Jenkins, celle du processus top-down maîtrisé qui distribue l'information narrative sur de multiples documents. Mis à part ces extensions numériques, l'univers narratif de l'IMA a une extension territoriale avec son antenne de Tourcoing qui jette les bases d'une décentralisation et d'une meilleure accessibilité et dissémination du récit proposé. D'autres antennes hors Paris sont aussi en cours d'étude. Il y a par ailleurs la sérialité au niveau des différents rendez-vous in situ ou de leur diffusion sur les plateformes. Et de même, la continuité et la multiplication sont présentes, comme nous l'avons mentionné. Nous trouvons l'immersion dans certaines stratégies transmédia, une immersion dans le bâtiment même, qui est emblématique. Alors, moi, je voudrais avancer un petit peu parce qu'on a dépassé le temps et avancer maintenant sur la conclusion. Au vu de cet énoncé, que nous pouvons affirmer que l'Institut du monde arabe est une organisation culturelle transmédia qui est en train de se développer, cette nouvelle nature transmédia storytelling de l'IMA n'est pas sans rapport au marketing. Les perspectives artistiques, communicationnelles et commerciales tendent en effet à converger. Ce nouveau paradigme que nous avons tenté d'introduire est, à notre humble avis, assez intéressant dans le sens que les organisations culturelles peuvent désormais se structurer suivant ce concept et s'articuler. Il ne s'agit point d'une simple reformulation théorique dans un cadre académique, mais d'un modèle qui peut facilement être transposé dans sa pratique et être appliqué en suivant les dispositifs et en respectant les critères que nous avons mentionnés. Je vous remercie et je vous laisse donc poser vos questions à Asma. Voilà, merci Anne et Hugo, merci à vous tous. Je peux? Oui. Marie, vous avez des questions? Alors, nous avons une question de Michel Durand-Part. Attendez, je mets la vidéo quand même. Michel, bonjour. Bonjour Asma. Oui, ça va? En fait, je pose une question pour la frime, c'est juste par plaisir de te parler. Tu vas bien? Ah oui, ça va, le plaisir est partagé, ça fait plaisir de te revoir. Non, j'ai quand même deux questions. Moi, j'étais à... Il y a un petit phénomène d'écho, si vous pouvez, éventuellement, mais juste le temps que je parle. Moi, j'étais à Paris au moment de l'inauguration, de l'ouverture. J'avais même eu la chance d'assister un soir à une soirée assez privée sur la terrasse, la magnifique terrasse. Et si tu veux, moi, ce qui m'intéresse, alors là, véritablement, pas trop en tant que scientifique, mais en tant que personne ayant fréquenté ce magnifique bâtiment, ayant été voir des expos, comme par exemple la fabuleuse exposition sur les masques mortuaires égyptiens, on en a eu vraiment des magnifiques. Fasciné aussi par ces fameux panneaux
qui se rétractent et diffractent avec l'ensoleillement. Les moucharabiers, les moucharabiers, oui. Je n'osais pas utiliser le nom, mais ce sont des moucharabiers, ouais. Mais des moucharabiers qui bougent, enfin, qui se referment et se rétractent. Moi, ce que je trouvais étonnant à l'époque, je te dis encore une fois, en tant que public, finalement, représentant du public, c'était d'une certaine manière cette volonté, finalement, très mitterrandienne aussi, hein, quand même, de donner quelque chose de luxueux, de beau, esthétique, à la représentation, je dirais, non pas musulmane, mais vraiment à la représentation de l'art et de la culture du Moyen-Orient, du Proche-Orient et du Maghreb, enfin vraiment l'Institut du monde arabe, quoi. Et de donner quelque chose de prestigieux, de beau, d'attractif. Je me demande si tu es d'accord avec moi qu'il y avait cette idée, cette volonté politique de donner au monde arabe une représentation au cœur de Paris de quelque chose de totalement prestigieux lié à la culture du monde arabe. Et la deuxième question, donc quelque chose qui serait de l'ordre du rayonnement, mais aussi de oui, construire aussi un récit à travers ce bâtiment, hein, un récit qui rétablisse vraiment. D'ailleurs, les premières expositions ont été des expositions très médiatisées et surtout des expositions très, très, très prestigieuses avec des œuvres rares, quoi. Et le deuxième aspect que je me demandais, tu as parlé d'une rupture, enfin, une rupture en tout cas, d'une rupture avec l'arrivée de Jack Lang à la tête de ce dispositif. Est-ce que tu pourrais un petit peu préciser en quoi ça a pu marquer une rupture ou en quoi ça a marqué peut-être une autre forme de volonté dans l'animation, ce que moi je considère au-delà d'un musée, un véritable dispositif muséal, culturel, politique et je dirais civilisationnel, quoi. Pour ma première remarque, vous avez raison. Lima est vraiment une vitrine du monde arabe où on expose tout ce qu'il y a de plus de région du monde, en fait. Donc, tu as raison, c'est une vitrine de luxe. Et donc pour les arabes, c'est vraiment une chance entre guillemets de avoir un lieu à Paris et en Europe. Pour ce qui est de la rupture pour ce qui est de la rupture de alors donc il a été nommé en 2013. Donc moi j'y suis allée aussi en 2013. Donc il était il a observé en fait et il a refusé de recevoir les journalistes et moi-même aussi. Donc il est vraiment excusez-moi, il était en observation. Il est appelé qu'il est des initiateurs un des initiateurs du projet. Donc, il est ministre de la culture. Donc, il est bien Lima. Donc, il y a l'avant et il y a l'après-langue, en fait. Il y a l'avant où il y avait il y avait le déficit budgétaire, où il y avait plusieurs scandales. Il y avait une vision rosée, passéiste. Et finalement, est devenu vraiment obsolète. Il ne jouait plus son rôle. Donc,
donc et معناها était un lieu de oui حسسنا معناها un lieu de retraite doré pour معناها résidents, et ce qui est le plus grave, c'est dans un sens très négatif. en décalage par rapport à la réalité arabe. Donc, et après, donc, à lui, ça m'arrivait de donc, il a restructuré l'IMA. Il a il a donc proposé un nouvel organigramme. Il a changé les responsables qui étaient un peu un problème et qui étaient à l'image depuis trop longtemps. Donc, il y avait aussi des problèmes personnels. Il a dynamisé tout ce qui est acte activité. Il lui a vraiment boosté ma programmation qui est devenue qui est devenu, je dirais, qui est devenu plus en phase avec la réalité arabe. Et ce qui est nouveau, c'est vraiment très, très important d'être à la réalité arabe. Bien sûr, il y a toujours toujours une orientation franco-française et méditerranéenne, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Asma. Merci beaucoup. J'ai bien répondu à vos questions? Parfait. Très bien, merci. Alors, Asma, moi, j'ai juste une question. D'accord. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que c'est que ce label IMA? Voilà. Alors, donc, moi, je crois que l'IMA est vraiment une marque. Tu m'écoutes, hein, c'est bon? Je ne t'écoute pas. Vas-y, voilà. Asma, excuse-moi. Voilà. Donc, moi, je crois que l'IMA est vraiment… Coupez vos sons, hein, les uns les autres. Une marque qui a produit. Il jouit aussi il jouit aussi d'une notoriété et label de qualité. Donc ما يحس معناها après de manière معناها هي mon idée à moi ce label معناها. En fait, oui, c'est après quand tu expliques que ça va s'essaimer, qu'il va y avoir des propositions à Tourcoing, etc. Donc, c'est un peu le label comme le ferait le Palais de Tokyo ou Pompidou, quoi. Il y aura aussi plusieurs antennes, je pense. Au Nord-Pas-de-Calais, je pense, et ailleurs. Ouais, ça va être intéressant. Et tu vas suivre ça aussi? Oui, je pense. Oui, voilà. C'est passionnant, en fait, c'est passionnant. Hein. Ben ouais. Mais bon, maintenant, on verra. Je passerai peut-être
à autre chose ou suivant une autre problématique, hein, je ne sais pas. Ouais, oui, mais c'est à suivre. C'est vrai que moi, j'ai vu des super expos là-bas et assez novatrices en plus. Donc, Oui. alors, j'ai retrouvé hein, le titre. Donc, c'était du Transmédia. Ça s'appelait The Enemy et ça avait été présenté à l'Institut du monde arabe. Et c'est Angelina qui nous en a parlé tout à l'heure. Quoi? J'ai pas. En fait, c'était un produit transmédia journalistique. Hein, D'accord. qui Ah, s'appelle The d'accord. Enemy. Voilà. Eh bien, écoutez, on a bien dépassé le temps. Oui, merci à vous tous.